Mesdames, Messieurs, nous voici de retour sur ce plateau d'échange. Docteur Golo, vous parliez tantôt de changement de nos économies en Afrique. Oui, je parlais de la transformation structurelle des économies africaines. Le constat, c'est que les économies africaines sont caractérisées par un secteur agricole prépondérant, c'est-à-dire qui utilise la majorité de la main-d'œuvre. Mais cette agriculture-là, c'est une agriculture de subsistance. Et le fait remarquable aussi, c'est que cette agriculture n'arrive pas à subvenir ou bien à assurer la sécurité alimentaire, du moins en termes de production. On peut dire que non, avec la mondialisation, comme il y a un libre-échange, on peut faciliter les importations des produits alimentaires. Même là, si on importe, il faut assurer ce qu'on appelle l'accessibilité de ces aliments. Et l'accessibilité, il y a deux types. Il y a l'accessibilité physique, parce qu'il existe toujours des zones rurales désenclavées. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure pour que les aliments importés puissent être accessibles à ces populations dans ces zones rurales. Et ensuite, il y a également ce qu'on appelle l'accessibilité financière. Il faut disposer du revenu pour pouvoir avoir accès aux aliments importés. Donc, si on développe la productivité agricole, on est sûr d'assurer quand même une certaine bonne partie de la sécurité alimentaire. Mais parfois aussi, dans certains pays, on cède des hectares de terrain aux puissances comme la Chine qui vient exploiter ces terres arables. Oui, bon, c'est une façon, ça aussi a été facilité par la mondialisation. Mais ce qui n'arrange pas le continent africain. Ça n'arrange pas, mais on peut l'exploiter pour pouvoir tirer profit de ces exploitations. Aujourd'hui, si on prend les pays comme le Kenya et la Tanzanie, ce sont des pays qui ont amélioré, par exemple, leur production à travers la libéralisation du commerce des produits agricoles. Ces pays sont des pays qui sont spécialisés dans l'exploitation des fleurs ou bien de l'horticulture. Et ce secteur a été ouvert, c'est-à-dire à la concurrence internationale. Ce qui fait qu'ils ont pu améliorer la productivité dans ce secteur et par-delà, ils ont amélioré la productivité agricole de façon générale pour les produits vivriers. Donc, ça peut être une façon de profiter ou bien de soutirer le maximum de cette mondialisation. Puisque si on cède les terres arabes à des pays qui peuvent l'exploiter, là, il faut... c'est pour ça que j'avais parlé tantôt de la qualification de la main-d'œuvre pour pouvoir assurer un transfert de technologie. Donc, on peut profiter de l'exploitation des pays étrangers pour pouvoir bénéficier du transfert de technologie, du savoir-faire pour pouvoir améliorer notre productivité. La guerre civile est quasiment permanente dans certains États tels que la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud. Est-ce que l'instabilité politique peut aussi entraver le processus de mondialisation en Afrique? Oui. Un des éléments importants pour pouvoir s'insérer dans ce processus de mondialisation, c'est d'arriver à produire suffisamment. Et produire suffisamment suppose que on investit. Et l'investissement, c'est soit sur le plan national ou bien sur le plan international. C'est-à-dire l'investissement peut provenir des nationaux ou bien ça peut provenir de l'extérieur. Et dans les deux cas, on a besoin d'une certaine sécurité pour ces investissements. Or,
s'il y a un pays qui est instable sur le plan politique et un pays en conflit, comme vous venez de le souligner, la RDC, il sera difficile de pouvoir investir dans ces pays. Les investissements dont peut bénéficier le pays, ça va juste servir à exploiter ne serait-ce que les ressources naturelles, pas un investissement productif, c'est-à-dire qui va aller dans le sens de la transformation des produits au niveau de l'Afrique. Donc, l'investissement est capital pour pouvoir s'insérer dans la mondialisation. Et cet investissement va être sécurisé à travers l'instabilité politique. Il y a une autre forme d'instabilité qui peut constituer un frein, c'est l'instabilité macroéconomique. Si l'environnement macroéconomique est instable, alors il n'y aura pas des incitations, ni sur le plan national, ni sur le plan international, à investir dans un tel pays. Vous parlez de l'inflation là? Oui, la stabilité de l'environnement macroéconomique, ça fait référence à la fois à l'inflation et à la gestion des finances publiques. C'est les deux. Et en Afrique, cette gestion n'est pas bien faite? Généralement, cette gestion, on la lie à la question de la gouvernance. Et quand on voit tous les indicateurs, il y a une multitude d'indicateurs sur la gouvernance, on voit que les pays africains ne sont pas bien lotis dans le classement au niveau de la gouvernance. Ça veut dire que la gouvernance, cette gouvernance impacte l'environnement macroéconomique qui ne reflète pas une belle image vers l'extérieur pour pouvoir attirer les investissements. Étant donné que déjà sur le plan national, on constate qu'il y a une faiblesse de l'épargne qui ne peut pas constituer l'investissement. Donc, on doit forcément faire appel à l'investissement étranger. Et cet investissement étranger ne va arriver que si l'environnement macroéconomique est stable et que si, sur le plan politique, il y a une certaine stabilité. En fait, cette stabilité au niveau politique, les économistes ne considèrent pas forcément soit la démocratie ou bien la dictature. C'est pour ça qu'on parle surtout de la stabilité. Si c'est la dictature qui peut apporter cette stabilité, là, c'est un gage pour attirer les investissements. Mais si c'est la démocratie qui peut assurer cette stabilité, c'est également une bonne chose. Donc, on parle... en économie, c'est la fin qui justifie les moyens, on peut le dire comme ça. Oui, c'est pas forcément la fin, mais c'est la stabilité politique. Si c'est un dictateur bienveillant qui peut assurer cette stabilité, pourquoi pas, si c'est la démocratie qui peut l'assurer, que ça peut également assurer une sécurité des investissements. Ceux qui disent que la mondialisation accroît les inégalités, ils ont raison. L'analyse en termes des inégalités doit être faite en posant un certain nombre de questions. Si on parle des inégalités, le premier réflexe, c'est les inégalités de quoi? Sociales, peut-être. Voilà. Il faut alors préciser. Maintenant, les inégalités de quoi et les inégalités de qui? Maintenant, comme il y a l'interaction ou bien l'interdépendance entre les hommes ou bien l'interaction humaine au niveau de la mondialisation, la conséquence ou bien le pendant, c'est que il y a forcément un brassage culturel et on a beaucoup plus tendance à
l'uniformisation des cultures et l'uniformisation des modèles de société à travers la mondialisation. Et un des éléments importants, c'est le choc des civilisations. On a l'impression aujourd'hui, à travers, comme il y a une unipolarisation, c'est-à-dire on veut que tout le monde suive la même direction. Et cette direction, c'est le modèle libéral. C'est-à-dire on veut que ce soit le modèle libéral qui soit le modèle dans le village planétaire ou bien au niveau de la mondialisation. C'est ça qui fait qu'il y a un certain nombre de chocs au niveau des cultures. Donc, lorsqu'il y a interaction ou bien interdépendance entre les cultures, il va forcément avoir des difficultés parce que c'est, comme je l'ai dit, il y a une forme de dominance d'un modèle par rapport aux autres modèles. La mondialisation n'est pas en train d'assurer une certaine diversité. Mais c'est comme l'impression, c'est une certaine imposition d'un seul modèle. Donc, elle accroît la pauvreté en Afrique alors? En Afrique, si on parle de l'Afrique de façon générale, on peut dire oui, mais il y a une diversité en Afrique. Il y a des pays qui profitent pleinement de cette mondialisation, alors qu'il y a d'autres qui n'en profitent pas. Revenant sur la question des inégalités, si c'est par exemple l'écart de revenus entre les pays développés et les pays en développement, on voit que avec par exemple le développement des pays comme la Chine, le Brésil, disons les BRICS, ces pays sont arrivés à réduire les écarts constatés entre les revenus de leur pays et les pays développés. Par contre, certains pays qui n'ont pas suivi ce développement ou bien qui ne se sont pas développés ont vu les écarts maintenus ou bien parfois même s'aggraver. Donc, l'analyse en termes d'inégalité causée par la mondialisation, elle doit être faite au cas par cas. Rien ne peut être fait pour améliorer la situation en Afrique alors? On peut améliorer la situation en Afrique. Je disais qu'il faut insister beaucoup sur le capital humain, en termes qualitatifs. Si on compare un peu le modèle de développement des pays comme la Corée du Sud, la Chine, la Taïwan, ce sont des pays qui ont beaucoup mis l'accent sur la formation, l'éducation, mais également sur la formation en ingénierie. Et c'est cette formation en ingénierie qui a facilité l'adaptation et le transfert de technologie. Puisque aujourd'hui, il y a une technologie disponible quelque part, il va falloir s'arranger pour pouvoir l'adapter et l'utiliser pour pouvoir beaucoup produire, pour pouvoir s'insérer dans la mondialisation. Une population à former en Afrique, mais il peut y avoir aussi d'autres solutions qui permettront au continent de rattraper le retard. Oui, j'avais commencé par parler de la transformation structurelle. Aujourd'hui, un secteur qui absorbe beaucoup le chômage, c'est le secteur industriel. Et on constate que ce secteur est encore à l'étape embryonnaire sur le continent africain. Donc, il va falloir faire un développement industriel. Il va falloir s'industrialiser. Et l'industrialisation, ce qu'on observe actuellement, c'est que l'industrialisation est beaucoup plus poussée dans le domaine de l'extraction minière et non pas dans la manufacture. Et c'est cette tendance qu'il faut renverser. Il faut beaucoup plus mettre l'accent sur la production manufacturière plutôt que
les industries extractives. Si on met l'accent sur les industries extractives, on va continuer par exporter les matières premières. Et par contre, si on met l'accent sur l'industrie manufacturière, on va exporter les produits manufacturés qui sont des produits à forte valeur ajoutée. Merci, docteur Nukunu Golo, d'être passé sur ce plateau. Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. C'est la fin de cette émission. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. Bonne suite de nos programmes.